Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Swiss Bliss. Nous sommes le 8 juillet 2022. Il est temps de refaire notre point hebdomadaire sur le marché suisse. Alors, comme d'habitude, on est vraiment collé à ce qui se passe à l'étranger. On est vraiment concentré sur tous les aspects macro qu'on connaît aujourd'hui dans la finance mondiale. On ne parle que de ça. Évidemment qu'on est très concentré sur tout ce qui est inflation, sur tout ce qui est taux d'intérêt. Et on n'a fait que suivre principalement les marchés étrangers durant toute la semaine, dans une moindre mesure parce qu'on reste quand même un tout petit peu le côté un peu plus sécurisant du reste du marché. C'est clair que l'Europe a encore d'autres problèmes avec l'euro qui est en train de s'effondrer contre le dollar américain. Les Américains étaient en congé lundi dernier, donc ça a raccourci un tout petit peu la semaine, mais on est très préoccupé par toute cette thématique inflationniste, cette thématique de hausse des taux. Donc on a continué à bouger en même temps que tous les autres, et puis en plus à l'intérieur même du tissu économique du SMI et du SLI, il n'y a pas non plus des gros mouvements de foule. Alors il y a eu pas mal de claques au niveau de certains secteurs durant la semaine, parce que vous voyez, on a quand même pris conscience durant cette semaine économique qu'on était à l'aube d'une récession. Alors c'est clair qu'on n'a toujours aucune garantie, il n'y a rien qui offre la certitude que nous soyons en récession. Mais en tous les cas, on voit quand même que les marchés ont cette tendance à vouloir l'anticiper. On l'a vu avec la destruction du pétrole cette semaine, le baril qui s'est fait littéralement massacrer, qui est entré en bear market. On en parlait hier matin dans le Morning Bull Live. Eh bien, effectivement, on est en train de rentrer dans cette direction où on est en train d'anticiper une récession. On est en train d'anticiper le fait que les gens vont commencer à réfléchir différemment. On a vu beaucoup de thématiques qui reviennent régulièrement en ce moment. Le gaz, les problématiques d'approvisionnement au gaz en Allemagne. On a vu le trade balance allemand cette semaine qui était catastrophique et qui voit que les Allemands ils sont complètement en détresse sans le gaz. On voit les Français qui veulent privatiser EDF, enfin pas privatiser, mais nationaliser EDF pour pouvoir continuer à maîtriser tout l'aspect nucléaire, parce que finalement il n'y a plus vraiment d'autres solutions énergétiques et qui arrive. L'hiver qui s'approche, bon, c'est pas le moment de parler d'hiver, je le conçois bien, mais l'hiver s'approche gentiment et on se rend compte quand même que ça va être compliqué et qu'il va falloir faire des économies. Bref, on est dans une problématique qui nous donne l'impression quand même que l'avenir n'est pas tout rose et que la suite des événements va être quand même très compliquée. Donc le marché est en train d'anticiper cette possibilité et c'est ce qu'on a pris conscience cette semaine. C'est cette prise de conscience qui a fait quand même que pendant un temps sur les marchés, on s'est un tout petit peu effondré. Et puis en cours de semaine, on a eu mercredi soir les minutes du FOMC meeting. On ne va pas revenir dessus. Si vous voulez une interprétation détaillée 10 minutes, eh bien vous allez voir la vidéo du Morning Bull Live du 7 juillet. On en parle. Mais grosso modo, tout ce qu'il faut retenir dans ces minutes du FOMC meeting, c'est que la Fed est toujours committed à freiner l'inflation et ça a rassuré un tout petit peu les marchés, ce qui nous permettait de stabiliser un petit peu ce milieu de semaine un petit peu compliqué en Europe. Alors, j'aime toujours beaucoup le côté la Fed est committed et décidée à continuer à lutter contre l'inflation. Ah bon, parce que tu voudrais qu'ils fassent quoi d'autre? Évidemment, ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives. Et puis de l'autre côté, ils sont décidés à lutter contre l'inflation tout en disant que, évidemment, de l'autre côté, ils préféreraient que la croissance ne ralentisse pas, mais qu'ils sont quand même prêts à lutter contre l'inflation. Et même ça, même s'il y a un risque que que la croissance ralentisse. Donc du coup, ils ont dit l'inverse et son contraire, mais peu importe, on est conscient du fait que pour l'instant, la priorité numéro 1 de la Fed, c'est l'inflation. Donc, ils devraient continuer à monter les taux d'ici la fin du mois de juillet. Donc, on parle entre 0,5 et 0,75% de hausse sur les taux directeurs américains. Mais ça a soulagé plutôt le marché, ce qui fait que finalement, on n'a pas une trop mauvaise semaine. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, il faut le reconnaître, c'est pas l'euphorie non plus. Mais bon, voilà, on a une semaine qui n'était pas trop mauvaise, surtout par rapport à ce qu'on vient de vivre ces derniers temps. Mais on n'est pas non plus encore dans un mood où on est en train de se dire c'est bon, c'est parti, ça va rebondir dans tous les sens. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même beaucoup de chiffres économiques qui vont nous tomber dessus la semaine prochaine. Déjà en fin de semaine, aujourd'hui même, on a les non-farm payroll aux États-Unis qui vont donner une idée de l'état de l'emploi aux États-Unis très clairement. Et puis on aura mercredi prochain, ça fera le CPI américain qui sortira, qui sera vraiment
le juge de paix. Et une fois qu'on aura eu ce chiffre, on pourra commencer à dire oui, la Fed, ils vont vraiment faire ça ou ils vont vraiment faire ça. Donc du coup, on est un petit peu en train de nager au milieu de tout ça et on attend les chiffres. Nous, en Suisse, cette semaine, ce qu'on a pu voir, c'est que le CPI était en hausse. On a l'inflation qui est à 3,4%, donc ça continue d'augmenter principalement en Suisse, donc ça reste un gros problème. C'est pas aussi violent qu'aux États-Unis, c'est pas aussi violent qu'en Europe. Comme d'habitude, on est un peu dans un monde à part, sur notre île au milieu de l'Europe. Et donc, du coup, l'inflation est un peu moins haute, mais elle continue d'augmenter. Si on regarde le mouvement de l'inflation ces derniers temps et la réaction de la Banque Centrale Européenne et la réaction de la BNS ces derniers temps, il y a pas plus tard que 3 semaines, eh bien, on peut se dire que vu que l'inflation est encore en train d'augmenter, à la prochaine réunion de la BNS, on risque d'avoir un petit peu la ceinture, fasten your seatbelt et puis préparez-vous. On pourrait traverser une nouvelle zone de turbulence. Donc pour l'instant, on ne va pas non plus s'emballer là-dedans, on n'a aucune certitude bien sûr, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui plutôt pour l'économie. On notera encore une chose, c'est qu'au niveau de l'économie suisse, on a le chômage qui est au plus bas depuis 20 ans, donc ça va plutôt pas mal de ce côté-là. C'est pas forcément anti-inflationniste, bien au contraire, mais en tous les cas, au niveau de l'emploi, ça a l'air de se passer plutôt pas mal du côté suisse. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'environnement macro, micro, etc. etc. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à signaler cette semaine. On va regarder un petit peu plus les titres dans le détail après, ceux qui ont bougé cette semaine et pourquoi ils ont bougé. Et puis maintenant, tout de suite, on va faire le point sur les performances de la semaine, que ce soit les indices ou que ce soit à l'intérieur du SMI ou du SLI. Alors on commence tout de suite avec les performances des asset classes en général, enfin des indices principaux. Alors comme la semaine dernière, on avait eu plutôt une bonne semaine du côté des marchés émergents, bien cette semaine c'est un tout petit peu plus dur. La Chine et Shanghai sont toujours un tout petit peu en difficulté cette semaine, mais bon, vu la performance de la Chine ces derniers temps, on peut comprendre qu'il y a quelques prises de profit, surtout qu'on parle de nouveau de confinement et de tests anti-Covid à Shanghai, donc ça rassure personne. On notera dans les losers de la semaine que l'argent continue de baisser. On est déjà en baisse de 17% depuis le début de l'année, de 25% sur une année, alors que partout on lit qu'il y a toujours un shortage d'argent dans pas mal de choses de l'industrie. C'est quand même assez dingue. L'or se fait démonter aussi. Là aussi, on devrait avoir une meilleure performance sur l'or compte tenu des événements et de cette tension inflationniste. Mais non, on est en baisse de 5% sur l'année, de 6% sur un mois. On voit que l'or se traite quand même dans un range pour l'instant et qu'il ne veut pas vraiment aller dans une direction ou dans l'autre. À noter aussi le pétrole. Le pétrole, évidemment, qui baisse encore cette semaine, qui rebondissait ces dernières heures, mais qui globalement était vachement en baisse. On est repassé momentanément sous les 100 $. On est rentré dans un bear market sur le pétrole, oui, parce que depuis les plus hauts de l'année sur le baril, eh bien, on est en baisse de 30%. Donc on est largement rentré dans un bear market sur le baril. Et donc ça reste évidemment une préoccupation puisque cette baisse du baril est concentrée sur le fait qu'il y a une destruction de la demande, donc une récession. Donc c'est pas bon pour l'économie. Par contre, de l'autre côté, bien évidemment, il va y avoir un impact assez immédiat sur l'inflation puisqu'on devrait tous le ressentir, même si on voit quand même, si on regarde un tout petit peu à la pompe, que c'est quand même compliqué pour les grandes majors pétrolières et les stations-service de baisser les prix aussi vite qu'ils ne le montrent quand ça va dans l'autre sens. Et puis autrement, le reste est bien relativement calme sur le semi-conductor index. Et puis alors autrement, l'Allemagne en baisse de 0,34%, la France l'Allemagne en hausse, excusez-moi, le CAC 40 en hausse de 1,4%, les États-Unis plutôt en hausse et nous, le SMI, gentiment, pas loin d'une hausse de 2% sur la semaine. Donc comme je vous le disais, une semaine relativement sympa quand même. Maintenant, on passe au SMI. Le SMI, donc si vous regardez sur la semaine, eh bien, le loser de la semaine, c'est Richemont. Le winner, c'est Lonza. Lonza qui a bénéficié de quelques commentaires positifs de la part de certaines banques d'affaires, ce qui fait que le titre est très bien recherché. Donc ça se passe plutôt pas mal chez Lonza, enfin. On a eu des critiques assez acerbes ces derniers temps et finalement, on s'en sort un tout petit peu. Pour le reste, eh bien, on notera la sous-performance hebdomadaire du Crédit Suisse et de l'UBS. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et puis en milieu de classement, vous avez Novartis qui reprend 1,5% et Roche qui reprend 2,37%. On sent un léger regain d'intérêt sur les deux mammouths de la cote du SMI.
Si on prend l'indice élargi, le SLI, alors forcément sur une semaine, alors là j'ai ajouté les losers uniquement. Vous avez donc AMS qui est champion du monde cette semaine et qui perd 11,6% sur la semaine. On y reviendra également tout à l'heure. Julius Baer en baisse de 2,4%. Là aussi, c'était un petit peu compliqué et on retrouve évidemment nos financières. Je reviendrai justement sur le sujet des financières tout à l'heure. Si je regarde les winners du SLI, et bien là, forcément, il y a un peu plus de monde. Là aussi, on retrouve Lonza et puis suivi de près par Kuehne+Nagel, Sonova, Stroman et Geberit. On enchaîne tout de suite avec le point technique du SMI. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà voir sur ce SMI cette semaine? Alors, la première chose, c'est que vous le voyez, pour l'instant, on est dans une zone de consolidation où il ne se passe pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faudra noter quand même, c'est que si on regarde un petit peu la performance de ces derniers jours, alors c'est un petit peu délicat de parler de tendance haussière, mais en tout cas, ce qui est positif pour la Suisse, c'est qu'on est ressorti de cette tendance baissière, de ce canal descendant qu'on a ici. Donc on repart dans cette direction à la hausse pour l'instant. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Le point positif que je retiendrai aujourd'hui, c'est qu'on est en train de revenir et il faudra que la semaine se termine quand même au-dessus de ce niveau des 10 900. Ce qui serait pas mal, c'est que finalement on est en train de repasser sur cette zone de support ici qu'on avait à l'époque au mois de mars. On avait donc cette zone de support ici, zone qui a cédé assez violemment ici et qu'on est en train de recasser. Donc si on arrive à casser ici, on va directement aller chercher le gap qu'on a ici probablement dans la zone des 11 300. Donc est-ce qu'on est parti dans c'est un sacré gribouillis que je vous ai fait aujourd'hui, mais est-ce qu'on est parti dans une bonne direction pour avoir un rebond un peu plus durable que ce qu'on a connu pour l'instant sur le SMI? Je pense qu'on aura la réponse vendredi soir à la clôture, voir si on y voit un tout petit peu plus clair. En ce qui concerne le SLI, on n'a pas tout à fait la même configuration, mais ça c'est compréhensible parce qu'à l'intérieur du SLI, il y a 2-3 titres qui se sont bien effondrés, donc on se retrouve en relatif un peu plus bas. Là, il va falloir aussi confirmer cette zone-là, ici, 1680. On voit très bien que cette semaine, on est vraiment dans cette zone d'hésitation et en guillemets, la clôture la clôture de la semaine dépendra de quelle direction on va continuer, à savoir si on clôture en dessus des 1700 sur le SLI, on va partir à la hausse, sinon ce sera un peu plus compliqué. Ce qu'on peut noter, c'est que là aussi, vous voyez qu'on est en train de développer un gentil trend haussier sur le SLI. De nouveau, toute inversion de tendance et retour en dessous sera problématique, mais on va aller viser gentiment. Soyons optimistes, ça nous changera un tout petit peu. Allons viser gentiment les 1740 pour aller chercher déjà la moyenne mobile des 50 jours que l'on retrouve ici. Donc pour l'instant, c'est un petit peu difficile, mais c'est le seul truc qu'on peut essayer d'espérer pour l'instant. Quels seraient les catalystes pour nous emmener plus haut? Je crois qu'il ne faut pas forcément les chercher en Suisse, à moins que Nestlé se fasse racheter, mais ça paraît quand même hautement improbable. Il faudra aller chercher les catalystes du côté américain. Et si on a vraiment une inversion du CPI la semaine prochaine aux États-Unis et que tout d'un coup on se retrouve avec des bonnes nouvelles comme quoi la stratégie de la Fed fonctionne, alors là oui, on pourra commencer à parler d'un retour en direction des 1855 pour aller chercher cette résistance et après reconstruire quelque chose d'assez intéressant, ce qui fait qu'on reviendrait à terme dans cette espèce de tendance qu'on avait ici. Et franchement, ce serait le mieux qu'on puisse se souhaiter pour ces prochains temps et pour la suite de l'année. Je rappelle qu'on en avait déjà parlé, mais globalement, ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'en général, quand on a des débuts d'année aussi pourris, généralement, le bottom se fait dans le 3e trimestre et ensuite, la dernière partie de l'année est plutôt encourageante. Mais on va pas s'emballer non plus, on va essayer de garder un petit peu notre raison. Pour l'instant, ça reste quand même très compliqué et on sent quand même un stress dans les marchés. Et de là à dire qu'on est prêt à rebondir et à construire pour la suite, ça va être un petit peu difficile. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on va devoir digérer et intégrer ces prochains temps. N'oublions pas non plus qu'à partir de la semaine prochaine, les publications trimestrielles vont commencer de manière assez intensive. Et donc effectivement, vous avez vu ces derniers temps qu'à la moindre déception, la sanction est assez violente. Première action qu'on va observer aujourd'hui, c'est AMS Osram, donc le fabricant de composants électroniques, a vécu une mauvaise semaine. C'est
la pire performance du SLI. Ce qu'il faudra retenir là-dedans, c'est surtout les commentaires de JP Morgan qui ont downgradé l'action, surtout en coupant le price target de plus de moitié. Le reproche principal que fait l'analyste au niveau de Osram, c'est surtout que l'endettement est beaucoup trop cher, beaucoup trop élevé, pardon. On est à 77% d'endettement, c'est énorme, et il estime qu'il faut attendre qu'on ait des améliorations du côté du crédit de la société pour qu'on puisse commencer à envisager un retour d'intérêt sur AMS. Donc à surveiller, pour l'instant trop tôt, la question ce serait de ne pas toucher, et c'est vrai que quand on voit un petit peu la performance du titre, on va regarder le graphique tout à l'heure dans quelques instants, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que déjà le secteur pour l'instant, tout ce qui est téléphone portable et tout ce qui est composants électroniques, c'est pas tellement en odeur de sainteté. On a bien vu qu'aux États-Unis depuis quelques jours, il y a un retour de la croissance, de l'intérêt sur la croissance, mais c'est pas encore sur ces types de titres. En général, le retour de la croissance, le retour d'intérêt sur la croissance se fait sur des plus grands noms dans un premier temps, et ensuite revenir dans les trucs ultra spéculatifs, ça se fera plus tard. Mais en tout cas, du niveau fondamental, l'analyse de JP Morgan réitère le fait qu'il faut vraiment attendre une amélioration de l'endettement pour commencer à vouloir se repositionner sur AMS ces prochains temps. Tout le reste sera extrêmement spéculatif. Donc vous le voyez très clairement sur le graphique, et malgré cette espèce de mini tentative de rebond en toute fin de semaine, c'est clairement descendant. C'est de pire en pire, hein. C'est chaque jour un peu plus rapide. On le voit très bien dans la configuration du graphique, malheureusement, c'est qu'on a vraiment une espèce de coupole et qui s'accélère toujours un peu plus. On a vraiment l'impression qu'on pourrait aller beaucoup plus bas encore. Donc méfiance et soyons relativement prudents. C'est extrêmement difficile de trouver un point d'entrée là-dessus pour les gens qui veulent absolument ne pas attendre et faire du trading sur AMS. Ce qu'il faudra vraiment repérer comme point maintenant, on a une espèce, donc le reversal qu'on a fait en milieu de semaine après avoir pris une claque monumentale suite au downgrade de JP Morgan, c'est sur les 7-10. À partir de 7-10, on peut essayer de jouer un rebond, mais vous voyez, ça reste quand même du extrêmement cosmétique. Il ne faut pas croire non plus qu'on joue un truc extrêmement spectaculaire. Donc ce qu'on peut espérer, c'est un rebond sur les 7-10, puis après le titre qui repartirait à terme. Mais pour l'instant, comme on vient de le dire, momentanément en termes de fondamentaux, ça paraît quand même très compliqué. Le titre qu'il faudra regarder, un des titres qu'il faudra regarder cette semaine, qui est dans le viseur des analystes, c'est Geberit. Alors Geberit, on connaît tous, fabricant de sanitaires. Alors moi j'aime bien toujours dire que de toute façon on en aura toujours besoin, et que vous verrez que le moment où on va commencer à reconstruire l'Ukraine, tout le monde dira que ça va être favorable à Geberit, donc ça faudra surveiller, mais c'est pour plus tard. Cette semaine, les analystes de l'UBS ont révisé Geberit, ils ont passé de neutre à surpondéré, et en plus de ça, ils ont corrigé le price target. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont augmenté la recommandation, mais ils ont baissé le price target. Donc avant, ils étaient neutres avec un price target qui était supérieur à maintenant quand ils sont sur buy. Donc c'est assez rigolo à voir, mais c'est toujours une question que si vous n'êtes pas analyste, vous ne pouvez pas comprendre. Mais bon, peu importe. Ce qu'ils retiennent là-dedans, c'est qu'ils sont un tout petit peu inquiets chez Geberit par rapport à l'environnement de marché, les détériorations de conditions de marché. Pour l'instant, la hausse des taux qui arrive aussi, la hausse des taux a pour conséquence sur Geberit aussi que forcément il y aura moins d'acheteurs immobiliers. Donc s'il y a moins d'acheteurs immobiliers, il y aura moins de sanitaires mis dans les nouvelles maisons en construction. Tout est lié un tout petit peu là derrière. Donc ils étaient un petit peu inquiets par rapport à ça. Mais ils citent quand même la situation et le positionnement relativement défensif de Geberit dans cet environnement de marché quand même très compliqué. Alors vous voyez le titre Geberit sur le graphique à l'instant. Alors si on regarde un petit peu depuis les tops du 31 décembre, aujourd'hui, on a quand même une performance qui est assez compliquée, hein, c'est pas évident, puisqu'on est quand même en baisse de 36% sur Geberit depuis le début de l'année. Donc la tendance, elle est clairement établie, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait un diplôme en analyse technique pour voir que la tendance, elle est établie à la baisse, que pour espérer quelque chose de bien, il va falloir qu'on recasse à la hausse les 485, j'ai envie de dire presque les 500 pour être complètement serein en tapant la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez quand même que cette semaine, il y a eu l'UBS, donc le grid dont je parlais tout à l'heure a quand même fait du bien et permis quelque part d'entamer une espèce de consolidation. Donc il va falloir surveiller, et pour ceux qui sont un peu patients sur la thématique ultra défensive, vous achetez dans cette zone-là. À la limite, vous vendez des puts pour ceux qui maîtrisent le sujet.
et vous espérez que ça ne casse pas les 450 pour essayer de construire un peu sur le long terme. Et vous priez pour que la semaine prochaine, vous ayez d'abord un CPI qui va dans la bonne direction. Et puis l'autre espoir, c'est qu'effectivement, la guerre se termine en Ukraine et qu'on parle reconstruction. La bonne nouvelle de la semaine, si vous aviez des Valora, eh bien c'est Valora, évidemment, puisque Valora a reçu une offre de rachat amical de la part du Mexicain FEMSA pour un montant de 1,1 milliard. Ça représente quelque chose comme 48% de prime. Prix de rachat, je crois, à 260 francs. Donc forcément, explosion du titre, tout va bien, c'est génial. Et en plus, comme c'est amical, eh bien, il n'y aura pas de question pour savoir si ça se fera ou ça ne se fera pas. Donc, ce groupe mexicain qui fait de l'embouteillage au Mexique veut mettre un pied en Europe. Il a décidé d'attaquer du côté de la Suisse avec Valora et s'installer globalement dans la région en utilisant ce biais-là. C'est plutôt intéressant. Ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, il y a des analystes qui ont commencé à relever leur price target en disant « Ouh, il faut conserver le price target de 160 ». Ouais, il fallait peut-être nous le dire un peu avant, ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais en tous les cas, voilà, Valora qui est un peu la vedette de la semaine, puisqu'elle explose littéralement et que maintenant, elle va disparaître et être retirée des indices prochainement. Une fois que ça sera complètement intégré, on parle d'une finalité de la fusion d'ici octobre ou fin de l'année en tous les cas. Mais enfin voilà, il n'y a plus grand-chose à attendre malheureusement et il fallait quand même le signaler aujourd'hui. Alors, vous avez devant les yeux le graphique de Valora. Alors, quand vous le regardez comme ça, vous dites oui, mais il ne s'est rien passé. Si, en fait, il s'est passé quelque chose, hein, puisque vous regardez, le prix, il est là aujourd'hui. Donc, on a eu une explosion suite au takeover. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, Valora, ça fait un moment qu'elle se traîne en bas du graphique, vraiment sur les lots 150 par là autour. On voit très bien. Hein, et qu'elle n'a pas bougé beaucoup avant. Pourtant, en Suisse, on sait qu'en général, il y a toujours des gens qui sont mieux informés que les autres. Et cette fois, il n'y a pas l'air d'avoir eu ce genre d'effet. Et tout ce qu'on peut constater, c'est que finalement, le titre est littéralement explosé. Donc le target est à 260, le prix de rachat. Donc voilà, l'affaire est close. Bye bye Valora, ça fait des années que tu étais là. On t'a beaucoup apprécié. Maintenant, bonne vie avec FEMSA. Au Mexique. Chapitre financière en détresse, on a vu une semaine assez violente dans la thématique de l'inflation, mais surtout dans ce côté récession. Et donc, quand on a les craintes de récession, c'est jamais très très bon pour les banques. Et donc, tout le secteur financier s'est fait allumer durant la semaine. En tout cas, au milieu de la semaine, quand on a eu cette espèce de gros trou d'air, eh bien, toutes les financières se sont fait allumer. Crédit Suisse, UBS, Julius Baer, Swiss Life, Swiss Re, Zurich. Donc, tout le monde en a pris pour son grade. L'un dans l'autre, sur la semaine, ça finit pas trop mal, mais je pense quand même qu'il ne faut pas négliger certaines choses qui peuvent être faites et en termes d'investissement relativement intéressants. Je vais pas faire de graphique sur ce sujet-là aujourd'hui, mais j'aimerais juste bien parler quand même de 2-3 choses. Prenez par exemple une Swiss Re aujourd'hui. Alors une Swiss Re, on a toujours peur, oui, c'est une financière, c'est difficile. Elle paye plus de 8% de dividendes. Perso, moi, acheter un peu de Swiss Re, si j'en ai pas encore dans mon portefeuille, eh bien, ça me va très bien dans ce genre d'environnement. On parle de faire des investissements obligataires parce que les taux vont remonter. Eh bien, voilà, si vous achetez une Swiss Re aujourd'hui à ce niveau-là, vous avez du 8%. Et à terme, quand les choses vont se tasser, c'est un titre qui va reprendre 20-25% de façon parfaitement normale. Donc, regardez Swiss Re. Et si vous n'en avez pas dans vos portefeuilles, franchement, ça ne me paraît pas complètement idiot. Même chose sur Zurich, mais Zurich, une partie du mouvement est déjà fait. Si vous voulez une bancaire, l'UBS n'est pas cher à ce niveau-là et parfaitement bien positionné, c'est relativement intéressant. Et puis pour les spéculateurs, faudra pas dire que je l'ai dit, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même, pour ceux qui ont un peu de temps et puis qui ont un peu d'argent à parquer, moi je mettrais quand même des billes dans le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse peut encore perdre 10%, 20%, 25%, on ne sait pas parce qu'il y a tellement de casseroles et que ça revient régulièrement. Mais je pense qu'à un moment donné, on va se retrouver à un tel niveau de prix que ça va commencer à amener des spéculations derrière et vous verrez qu'à un moment donné ou un autre, le Crédit Suisse va tout simplement disparaître et se faire racheter. Donc je pense que ceux qui ont un peu de temps et qui veulent croire à ce genre de scénario, mettre un petit peu d'argent dans le Crédit Suisse ne me paraît pas complètement ridicule non plus. Mais vraiment, regardez surtout les assurances en Suisse parce que les assurances payent des gros dividendes, c'est des boîtes qui sont super stables. Et pour l'instant, récession ou pas récession, vous allez continuer à toucher des dividendes relativement confortables. Et je pense qu'il faut arrêter un peu de l'utiliser comme des objets de trading, mais simplement se positionner avec une vision un tout petit peu plus long terme, on va dire, faire un peu plus du Warren Buffett que faire de l'ultra spéculation. On va parler brièvement d'une société qui s'appelle Blackstone Resources, qui est censée investir dans les métaux rares, les batteries, patati et patata. La société a demandé sa décotation, son délisting
de la bourse suisse cette semaine. La raison principale, c'est qu'ils se sont fait amender, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils n'ont pas respecté les normes comptables. Ce n'est pas la première fois qu'on leur court après. Et le titre a décidé, enfin la société a décidé de se retirer, de se délister pour aller se relister ailleurs. Alors pour ceux qui ont des Blackstone Resources, c'est toujours difficile de savoir ce qui va leur arriver. D'ailleurs, c'est pas très clair aujourd'hui. La société parle de la remettre en privé pour refaire une nouvelle émission à l'étranger dans des marchés qui seront un peu moins réglementés que la Suisse, au Dixit le management. Mais ce qu'il faut quand même retenir dans cet environnement-là, dans ce genre de société-là, c'est qu'ils ont des casseroles derrière, ils ont des manières de fonctionner qui ont l'air un peu transparentes et relativement opaques. Donc du coup, ça ne plaît pas forcément à des autorités comme les autorités suisses. Eux, ils disent qu'ils veulent ramener la boîte en privé, donc ça voudrait dire racheter les actions de tous les actionnaires indépendants pour les sortir, ou alors leur dire simplement patienter, et puis ensuite on refera une émission ailleurs et vous pourrez revendre vos actions aux États-Unis, ailleurs, n'importe où dans le monde où ils seront acceptés. Et pour l'instant, ce n'est pas fait. Visiblement, ils parlent de différentes solutions, mais il n'y a rien qui est fait. Donc malheureusement, ceux qui ont des actions aujourd'hui sur Blackstone, vous êtes actionnaire de Blackstone, d'une société quasiment privée, puisqu'elle sera bientôt plus listée en Suisse. Et donc ça risque d'être un sacré problème pour trouver une porte de sortie. Et franchement, pour être très honnête, quand on voit ce qu'ils nous ont vendu jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme potentiel et des énormes espoirs de rebond sur Blackstone. Mais voilà, ça reste un des événements aussi importants de la semaine. Ce n'est pas non plus tous les jours qu'une boîte se fait délister. Je termine avec ce graphique. Alors personnellement, je déteste ce graphique, je déteste cette boîte. C'est Clarion. Clarion, je n'ai jamais réussi à gagner 20 centimes dessus. Une boîte de chimie, mais la rumeur du jour, en fait, le titre est en train de monter jeudi après-midi en tous les cas de plus de 3%. La raison principale, c'est qu'un groupe saoudien qui détient déjà plus de 31% de Clarion et laisserait entendre, il y a des rumeurs qui circulent, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qui pourraient complètement l'absorber et la faire également disparaître du marché. Donc aujourd'hui, techniquement, on est bien orienté sur Clarion. Alors, je ne vais pas vous recommander de l'acheter parce que, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement mauvais sur cette boîte. Mais d'un point de vue purement technique, rentrer dedans à 17,80 quand on a des espoirs de takeover et d'absorption totale de Clarion, ça paraît quelque chose d'assez intéressant à jouer. Si vous êtes long Clarion, vous rentrez maintenant, vous mettez un stop loss en dessous des 17 francs et vous avez un positionnement relativement intéressant pour jouer ces rumeurs. Ça reste uniquement des rumeurs, ça circule dans le marché depuis jeudi. À voir, c'est un groupe saoudien qui voudrait racheter Clarion. Est-ce que ça se confirmera ou pas? Affaire à suivre, mais sachez-le quand même. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter sur le marché suisse, sur ce Swiss Bliss du 8 juillet 2022. Pour le reste, eh bien, on va se concentrer sur la semaine prochaine et aussi sur cet après-midi avec nos non-farm payrolls et le CPI américain. Et probablement qu'une fois qu'on aura eu ces chiffres, on espère, on pourra enfin avoir un mois de juillet et un mois d'août peut-être un peu plus calme et un peu plus constructif et un peu moins volatile. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter pour l'instant. En tous les cas, merci d'avoir été avec moi en ce vendredi matin ou en ce samedi ou en ce dimanche ou n'importe quand, peu importe quand vous avez vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne Swissquote en français, et puis on augmente toujours un peu plus, là on frise les 19 500, on va bientôt passer la barre des 20 000, on sera bientôt à 25 000, j'aurai bientôt plus de cheveux sur la tête. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, d'en parler autour de vous et de revenir me voir vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. Et puis autrement, bien comme d'habitude, lundi matin, après un excellent week-end que je vous souhaite à tous, et bien lundi matin, on se retrouvera pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude, jusqu'à la fin de l'été et jusqu'à la fin des temps, j'espère. Passez une excellente journée, un excellent week-end, et si vous êtes en vacances, bien profitez bien de vos vacances. Bye bye.